La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Entre l'année 1930 et la fin du règne de Staline en Union soviétique, un homme sur 6 dans ce pays a séjourné dans un goulag, ce qui représente entre 15 et 20 millions de personnes. Cette réalité ne nous a pas été révélée par ces deux grands écrivains russes que sont Solzhenitsyn et Chalamov. L'existence de ces camps était connue en Occident auparavant, mais tous les deux ont donné une consistance humaine à ces chiffres. Ils les ont incarnés dans des corps décharnés, bien souvent les leurs, et en ont fait de la littérature. Et c'est parce que ce sont des artistes autant que des témoins de l'innommable que nous parlons d'eux dans cette émission jusqu'à jeudi. La deuxième partie de cette émission sera donc consacrée à partir de mercredi à Ivan Chalamov, dont nous parlerons d'abord de la biographie puis de l'œuvre, tandis que demain nous consacrerons une émission à Alexandre Solzhenitsyn, la seconde donc, dont Georges Niva nous donnera les principales caractéristiques de l'œuvre. Et aujourd'hui, Libérée du fardeau des connaissances pétulantes et inutiles, la mémoire du prisonnier frappe par l'ampleur de sa capacité. Elle est susceptible de sans cesse se dilater. Nous avons bien peu confiance en notre mémoire. Mais avant que d'apprendre quelque chose par cœur, on a envie de le noter, de le mettre au point sur un papier. Crayon et papier blanc, on a le droit de détenir ça au camp. Ce qui est interdit, c'est de détenir un écrit. Je décidai d'écrire par tout petits morceaux à raison de 12 à 20 lignes sur chacun. Puis, après mise au point, de les apprendre par cœur et de les brûler. Eh bien aujourd'hui, pour parler des 7 vies de Solzhenitsyn, que sont d'abord sa jeunesse, avec déjà la passion de l'écriture, puis la guerre, puis le goulag dont il fut 8 ans prisonnier et où il apprenait par cœur, on vient de l'entendre, les textes qu'il composait, puis la maladie, puis la dissidence, puis l'exil et enfin le retour au pays. Pour évoquer tout cela, donc nous sommes avec vous, Bertrand Leménien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une biographie intitulée justement Alexandre Solzhenitsyn, 7 vies en un siècle, publiée en 2011 aux éditions Solin Actes Sud, biographie dans laquelle vous dites que Solzhenitsyn a connu une vie absolument extraordinaire, et on n'en doute pas une seconde d'ailleurs, rien que l'énumération de ces 7 vies que je viens de faire le montre suffisamment. Tout à fait, et je dirais qu'au-delà des 7 vies, il faut aussi parler de son œuvre, qui est une œuvre absolument gigantesque, tant en termes de diversité qu'en termes de taille. En termes de diversité, Solzhenitsyn, c'est l'auteur de nouvelles, de grands récits, de romans, de petits et grands ouvrages historiques, de poèmes en prose ou en vers, de pièces de théâtre, de scénarios de cinéma, de mémoires, de... 40 ouvrages en tout. Pardon ? Une quarantaine d'ouvrages en tout. C'est ça, une quarantaine d'ouvrages, 15 000 pages et 50 ans de travail. Et c'est une œuvre qui est divisée, Bertrand Leménien, en 2 grandes cathédrales d'écriture. La première concerne les écrits du Goulag, et puis la seconde, elle est centrée sur l'histoire de la Russie, c'est le cycle de la Roue Rouge. Voilà. Et pour ce qui concerne la première, on retrouve les différents types d'œuvres que j'ai évoquées, puisqu'il y a dans la partie Goulag, si je puis dire, des pièces de théâtre, des petits récits, et puis bien entendu l'essai d'investigation littéraire, comme il l'a appelé, l'archipel du Goulag, qui à lui seul a fait trembler beaucoup de cathédrales politiques et historiques en URSS. Et puis pour la partie historique, la Roue Rouge, c'est un ouvrage également énorme, une cathédrale énorme, puisque à elle seule, elle fait 15 000 pages, qu'elle lui a pris 53 ans de travail, et qu'elle inventorie finalement les causes de la Révolution, avec une thèse qui est très originale, et qui est que finalement, il y a eu dans ce processus révolutionnaire quatre moments essentiels, le reste étant finalement accessoire, et que la vraie révolution, c'est celle non pas d'octobre, qui n'a été qu'un coup d'État réglé en 2-3 jours, mais la révolution de février. Oui. Et il s'est
Il s'épanche de façon très approfondie sur la Révolution de février, en remontant très loin dans l'histoire, au milieu du siècle précédent, pour analyser toutes les causes immédiates, les causes lointaines, parce que son but, le but de toute son œuvre, c'est précisément de rechercher les causes de cet événement qui a totalement transformé et bouleversé son pays et l'histoire de son pays. Et il en parle aussi de cette histoire de la Révolution dans Révolution et mensonges qui a paru il y a quelques mois aux éditions Fayard, où il fait un parallèle avec la Révolution française. Alors, on va parler beaucoup de l'œuvre demain dans la compagnie des auteurs. Avec vous aujourd'hui, Bertrand Leménien, on voudrait surtout parler de cette vie de Solzhenitsyn qui commence en 1918. Solzhenitsyn qui vient d'un milieu très modeste, en particulier du côté de son père. Alors en fait, la généalogie paternelle de Solzhenitsyn remonte au XVIIe siècle. Son grand-père était un paysan d'un petit village qui s'appelle Sablinskoye et qui est situé dans le nord du Caucase. Il avait une grande ferme, il travaillait dans sa ferme avec toute sa famille, de nombreux enfants, 5 enfants, etc. C'était un paysan tolstoïen. Il avait rencontré Tolstoï. Ils s'étaient vraiment juste croisés. Ils se sont à peine parlé, paraît-il. Oui, à peine parlé, oui. Mais il a été sur sa propriété, il l'a vu, ils ont très peu parlé, c'est vrai, mais c'est une visite qui l'avait néanmoins beaucoup impressionné. Et c'est pour ça qu'on le définit comme tolstoïen, parce que il a été très frappé par la rationalité des conceptions religieuses et morales de Tolstoï, et cela a imprégné l'éducation de ses enfants. De quelle manière alors? Qu'est-ce qui est tolstoïen chez ce père et qui va être transmis? Alors, on va voir que le père et le fils n'ont pas le temps de se connaître réellement, même pas du tout. Qu'est-ce qui est transmis à Solzhenitsyn? Eh bien, je pense que ce sont des conceptions religieuses et morales. Et c'est son attachement à la grandeur morale qu'on retrouve chez Solzhenitsyn, notamment dans les idées de repentir, dans un certain nombre d'idées, et des conceptions plus philosophiques que strictement religieuses. Oui. Alors, ce qui est important aussi à signaler dans le fait que les ancêtres de Solzhenitsyn sont en grande partie des paysans, c'est le rapport à la nature, le rapport à la forêt que Solzhenitsyn va identifier à la Russie aussi, oui, parce que c'est la terre russe qui intéresse beaucoup Solzhenitsyn. Pour lui, le pays est presque une entité charnelle. Le pays est presque une entité charnelle, beaucoup plus qu'une entité géographique, historique ou politique. La Russie profonde, comme il dit dans la maison de Matriona, la terre russe, dont il parle très souvent, pour lui, il y a un attachement viscéral à son pays en termes de terre, d'origine. Et c'est la vraie Russie, dit-il. La vraie Russie, la Russie profonde, la Russie des lointaines provinces, la Russie des petits villages, la Russie des lieux désertiques, des lieux peu accessibles, la Russie ancienne, la Russie authentique pour lui. Et il y a de l'autre côté, du côté maternel, l'Ukraine. Sa mère est d'origine ukrainienne. Alors effectivement, les ancêtres maternels ont des origines et une nature assez différentes, puisqu'ils sont ukrainiens, et ils ont des opinions politiques et sociopolitiques beaucoup plus ouvertes, beaucoup moins traditionnelles que la famille paternelle. On disait même qu'ils étaient presque un peu de gauche, en quelque sorte, pour l'époque en tout cas. Mais eux également, les parents, la mère notamment, la grand-mère, sont attachés à une foi orthodoxe traditionnelle, très traditionnelle, et à une échelle de valeurs très, très inébranlable, oui, en quelque sorte. Alors c'est vrai, Bertrand Leménien, que Solzhenitsyn va être plutôt happé du côté de la famille de sa mère, pour la triste raison qu'il ne connaît pas son père. Son père meurt 6 mois avant sa naissance. Tout à fait. Son père meurt des suites d'un accident de chasse, d'une septicémie, 6 mois avant sa naissance, le 15 juin 1918 exactement. Et il est clair que c'est pour lui une expérience, si je puis dire, qui marquera sa vie entière. Et d'ailleurs, le premier personnage à entrer en scène dans La Roue Rouge, Sania Layetsin, c'est son père. C'est son père. On peut même dire, et vous le dites, qu'au cœur de l'entreprise d'écrivain de Solzhenitsyn, il y a une volonté de remonter le temps jusqu'à retrouver ou tenter de retrouver ce père inconnu.
Oui. Il en fait le premier personnage à rouge, c'est déjà un symbole très important. Et effectivement, tout en restant évidemment très marqué par cette lacune fondamentale, c'est pour lui une donnée vraiment essentielle qui bouleversera profondément son existence. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Solzhenitsyn avec vous, Bertrand Leménien, et de son enfance extrêmement difficile. On l'a dit, il est né, Alexandre Solzhenitsyn, en 1918, c'est-à-dire dans l'année qui a suivi la Révolution. Il est donc né en pleine guerre civile, c'est un terrible contexte. Alors, il est né exactement le 11 décembre 1918, je précise, parce que nous avons fêté les 100 ans de sa naissance il y a quelques jours. Son prénom, Alexandre, c'est Sania en russe, et Sania, c'est le nom de son père. Donc, c'est le prénom de son père. Donc là encore, la filiation paternelle est très marquée. Il est né à Kislovodsk, qui est une petite ville du Caucase, une ville thermale, qui sera le berceau de son enfance. Et sa vie commence par le baptême et la foi orthodoxe qui le marquent, du moins, pour la période de sa jeunesse. Et puis, c'est donc une date, 1918, qui marque la frontière entre deux époques, l'époque russe, l'époque des tsars, et l'époque soviétique. Et ça, c'est un déterminant absolu de sa vie. Tout à fait. Puisque la révolution de février, c'est en février-mars 17, la révolution d'octobre. Et bien évidemment, quand il naît, c'est la période qu'on appelle le communisme de guerre, une période effroyable, avec la police politique, les procès politiques, des déportations, des persécutions religieuses, la guerre civile, la famine, des révoltes paysannes, qui marquent profondément l'enfant qu'il était. Si l'on égrène un petit peu ces années de prime jeunesse, eh bien, à l'âge de 4 ans par exemple, il raconte qu'il a été terrorisé par la police politique, par la Tchéka, les tchéquistes, qui pénétraient dans les églises en interrompant les offices, etc. Et pas mal d'événements de ce type qui ont profondément bouleversé sa prime jeunesse. Il faut dire qu'il est très sensible et il arrive à déceler très facilement que sa famille fait l'objet de répression et de répression politique. De persécution. Oui, parce que dans sa famille paternelle comme dans sa famille maternelle, il y a des personnes, des oncles, etc., qui sont déportés, des gens qu'il ne reverra plus parce qu'ils mourront quand il ne sera plus là, etc. Et les malheurs familiaux sont pour lui, pour sa famille, très nombreux à cette époque. Alors, il faut aussi rappeler que, étant donné que sa mère l'élève seule, ils vivent dans une très grande pauvreté, lui et sa mère. D'abord parce qu'il n'y a pas de père pour venir subvenir à leurs besoins, et aussi pour ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que étant issue, elle, d'une famille non pas patricienne, mais peut-être un petit peu plus bourgeoise, elle fait l'objet de persécutions et on ne lui donne pas, par exemple, ne serait-ce qu'un logement décent pour elle et son fils. C'est ça. D'un côté, il est très marqué par le charme de son pays natal, comme il dit. Il sera toujours très attaché à cette région de Russie. Mais d'un autre côté, il est marqué effectivement par la terreur et les conditions dans lesquelles il vit dans son enfance. Sa mère et lui doivent oublier, ne pas parler du brillant passé tsariste de leur père dans l'armée, du brillant passé de leur père dans l'armée tsariste, et elle rencontre des difficultés considérables pour survivre, en quelque sorte, pour survivre. Alors, il faut aussi signaler que dès l'âge de 9 ans, dès sa première année scolaire, en réalité en 1927, Alexandre Solzhenitsyn va décider de devenir écrivain. Est-ce qu'on peut le croire, ça, vraiment, Bertrand Leménien ? Eh bien, écoutez, comme il le dit lui-même dans ses œuvres, à 9 ans, pour une raison que je ne peux pas expliciter, j'ai décidé que je deviendrais écrivain. À 10 ans, j'ai lu Guerre et paix de Tolstoï. Cette lecture m'a tout à fait ébranlé par son volume historique, son format. Et dès ce moment, je me suis mis à lire des livres sur la Révolution. Parallèlement, il a lu à cet âge-là bien d'autres choses. Lermontov, Dickens, Schiller,
Goethe, mais aussi Jack London et beaucoup d'autres écrivains russes ou non russes. Et puis arrive 1929, c'est l'année de la grande cassure, c'est le lancement de la collectivisation. Plus de 100 millions de paysans obligés d'abandonner leur lopin de terre, de se regrouper dans des fermes collectives. Il a 11 ans à cette époque-là. Au passage, on peut dire que 1929, c'est l'année de la première arrestation de Chalamov, dont on parlera aussi dans cette émission. Donc c'est le moment où le goulag opère des métastases un peu partout dans le pays et lui grandit finalement durant ce moment-là. Tout à fait. Mais c'est aussi l'année où, comme il le dit, Solzhenitsyn naît à l'écriture. Il commence à écrire, ses premières œuvres datent déjà, ses premières petites œuvres datent déjà de cette époque. Il publie même un petit récit qui s'appelle La Flèche Bleue et qui est le premier manuscrit qu'on a conservé de lui, 1929. Et puis, avec des amis d'école, des camarades d'école, il crée une petite revue littéraire qui s'appelait 20e siècle, qui a été même scindée en 3 parties, science-fiction, information, réflexion, avec un appel aux futurs abonnés pour qu'ils envoient leurs œuvres et leurs analyses, en quelque sorte. Et puis il participe aux représentations de théâtre à l'école, etc. Et donc il a déjà une activité littéraire non négligeable. Donc on l'a dit, culture chrétienne, et en même temps, il vit dans un pays communiste. Il est peut-être tenté de faire partie de ce grand mouvement du communisme. En 1931, il entre d'ailleurs chez les pionniers. Bon, peut-être que c'était un petit peu obligatoire à l'époque de le faire, Bertrand Leménien. Oui, alors juste un petit retour en arrière avant de venir là. En 1918, comme vous y avez fait allusion, pour Solzhenitsyn, 1918, c'est la première date de création du goulag, avec tout ce que ça implique derrière. Effectivement, donc en 1931, il a 13 ans, il rentre chez les pionniers, c'est-à-dire l'organisation de la jeunesse communiste, et il y rentre parce que on le tourmente avec ça depuis 1 ou 2 ans. À l'époque, on essaie de contraindre les jeunes gens de cet âge-là d'y rentrer, et puis aussi parce qu'il croit à ce moment-là, à la Révolution, il se définit quasiment comme communiste, comme marxiste. D'ailleurs, il va continuer d'y croire jusqu'à ses années d'étudiant, puis même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On peut dire qu'il est un militant tout de même communiste. Oui. Il devient komsomol en 1935, et jusqu'à la guerre, il va effectivement y croire. Il est conquis à la fin des années 30 par le matérialisme historique et il explique d'ailleurs que de ce fait, tout ce qui est culture russe, malgré ses débuts littéraires, comment dirais-je, sort de son intérêt. Et ce n'est qu'à la guerre et au goulag, mais à la guerre et au goulag, par les rencontres qu'il y fait, que ses yeux se dessillent et qu'à ce moment-là, ses conceptions évoluent considérablement. Oui, parce qu'il faut dire qu'il va beaucoup regretter d'avoir eu cette idéologie-là dans sa jeunesse. Oui. Il va même considérer que ces années 30 étaient pour lui des années puantes, pour lui et puis pour l'URSS aussi, vraisemblablement. Oui, c'est-à-dire qu'il a des origines paysannes, d'un petit village d'une province assez éloignée, et au moment de la guerre, et puis ensuite au moment du goulag, il est projeté dans un monde humain qui est totalement différent, qui est très divers, avec des gens qui ont des origines extrêmement diverses, des expériences extrêmement diverses, et donc il réalise que la réalité des choses n'est pas du tout celle qu'il a vécue jusqu'alors, et ça change encore beaucoup de ces évolutions. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui pendant la Seconde Guerre mondiale ? On sait déjà qu'il a été très affecté par la drôle de guerre, par la débâcle de la France, et lui, que va-t-il faire ? Eh bien lui, il va avoir un comportement, je dirais, très exemplaire pendant la guerre. Et d'ailleurs, il gravit des échelons progressivement jusqu'à devenir capitaine. Il est chef d'une batterie de repérage par le son. Et il réalise plusieurs exploits militaires. Et d'ailleurs, il en raconte certains dans ses œuvres. Et il fait toute la guerre, jusqu'à assister avec son armée à l'insurrection de Varsovie, et ensuite à terminer jusqu'à quasiment à Berlin. Sa chevauchée vers Berlin ne sera arrêtée que par son arrestation, parce que pendant la guerre,
il fait une imprudence considérable avec un ami d'enfance qui est sur un autre endroit sur le front. Ils correspondent et ils correspondent en, comment dirais-je, par des messages qui sont extrêmement dangereux pour l'époque, puisqu'il traite, il parle de Staline, il parle du contexte actuel, et il a des propos extrêmement critiques sur le régime, sur Staline, sur les défaites, etc. Alors on va revenir évidemment sur l'arrestation de Solzhenitsyn, mais d'abord je voudrais qu'on entende un extrait sur le sujet de la paranoïa, parce que la paranoïa est très forte en Union soviétique, elle est très forte aussi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un extrait qui est lu ici par Michel Witold et qui est donc un extrait de... Alors je ne sais pas exactement de quel texte, je vais vous dire ça juste après. La méfiance envers les gens était le trait essentiel du caractère de Yossif Djougashvili. La méfiance était son point de vue sur le monde. Il ne s'était pas fié à sa mère, il ne s'était pas fié non plus à ce Dieu devant lequel pendant 11 années de sa jeunesse il avait incliné la tête vers les dalles du séminaire. Plus tard, il ne s'était pas fié davantage à ses propres camarades du parti, et surtout à ceux qui parlaient bien. Il ne se fiait pas à ses compagnons d'exil. Il ne faisait pas confiance aux paysans pour semer le grain et récolter des moissons s'ils n'y étaient pas forcés et si leur travail n'était pas surveillé. Il ne faisait pas confiance aux travailleurs pour travailler si on ne leur fixait pas des normes. Il ne faisait pas confiance aux membres de l'intelligentsia pour construire et non détruire. Il ne faisait pas confiance aux soldats ni aux généraux pour se battre sous la menace des régiments pénitentiaires et des détachements de sacrifiés. Il ne se fiait pas à ses intimes, il ne se fiait pas à ses épouses, ni à ses maîtresses, il ne se fiait pas à ses enfants, et toujours, il avait découvert qu'il avait raison. Il s'était fié à un être, un seul, dans toute une vie de méfiance. Aux yeux du monde entier, c'était quelqu'un qui passait pour aussi décidé dans ses amitiés que dans ses inimitiés. Seul parmi les ennemis de Staline, il avait brusquement tourné kazakh pour lui offrir son amitié. Et Staline lui avait fait confiance. Cet homme, c'était Adolf Hitler. Staline avait regardé avec approbation et ravissement Hitler soumettre la Pologne, la France et la Belgique, tandis que ses avions obscurcissaient le ciel d'Angleterre. Molotov était rentré de Berlin effrayé. Ses officiers de renseignement avaient signalé que Hitler rassemblait des forces dans l'Est. Hess s'était enfui en Angleterre. Churchill avait mis en garde Staline contre la possibilité d'une attaque. Tous les choukas des fougères de Biélorussie et des peupliers de Galicie criaient à la guerre. Toutes les femmes sur les marchés prédisaient la guerre d'un jour à l'autre. Staline seul demeurait inébranlable et sans inquiétude. Il avait cru Hitler. Cela avait bien failli lui coûter sa peau. Alors maintenant, à tout jamais, il se méfiait de tout le monde. La compagnie des auteurs sur France Culture, c'était donc un extrait du premier cercle de Solzhenitsyn, lu par Michel Witold. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Bertrand Leménien ? Écoutez, il y a deux grands personnages historiques qui ont fasciné quelque part Solzhenitsyn, alors qu'on pourrait penser l'inverse, et ce sont Staline et Lénine. Staline, il en parle au moment de la guerre, puisque, comme je le racontais tout à l'heure, avec son ami Viskevitch, qui est soldat sur un autre lieu du front, ils échangent à propos de Staline. Il l'appelle le caïd. Déjà, il dénonce ses erreurs stratégiques, etc., les catastrophes qu'il provoque au niveau militaire à cette époque-là, et il propose dans leurs échanges un projet politique alternatif. Ce qui, à l'époque, évidemment, sont deux choses qui sont des crimes, qui sont des crimes. Lénine, peut-être qu'on en parlera plus tard, je ne sais pas, mais pour si vous voulez, dites-en un pour mot. Staline, c'est une vision donc très critique et très ponctuelle.
Alors que pour Lénine, chez Solzhenitsyn, il y a finalement une certaine fascination qui remonte loin, puisqu'il dessine dans ses œuvres le portrait de Lénine, tant sur son enfance, sa jeunesse et ensuite quand il est au pouvoir. Alors on va continuer de dérouler la vie de Solzhenitsyn. Vous avez raconté tout à l'heure les circonstances de son arrestation pour avoir critiqué justement Staline. Et là, c'est vraiment la deuxième vie de Solzhenitsyn qui commence, sa deuxième vie de zèque, qui allait le marquer évidemment de manière définitive. C'est ça. L'ordre d'arrestation de Solzhenitsyn est signé au mois de février 1945. Il est arrêté sur le front. Il est transféré à Moscou, dans les prisons moscovites, et au terme de tout un parcours de détention, il est envoyé dans un premier camp, qu'il évoque d'ailleurs dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle La République du Travail. Et c'est un camp déjà très difficile où il acquiert une première expérience de prisonnier. Et en même temps, on a l'impression, Bertrand Leménien, pardonnez-moi, qu'il y a une forme de sérénité chez le prisonnier Solzhenitsyn. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet un extrait de Une journée d'Ivan Denisovitch, livre qui est bien postérieur à l'époque dont on parle, lu ici par Georges Claes, et puis vous allez ensuite le commenter. Choukhov regarda le plafond sans répondre. Est-ce qu'il la voulait vraiment, la liberté, ou pas? Il n'en savait plus rien. Au début, ce qu'il la voulait. Chaque soir, il comptait combien de jours avaient passé et combien restait encore à faire. Et ensuite, il en eut marre. Et après, ça s'est éclairé. Les gens comme lui, on ne les renvoie pas chez soi, on les relègue. En relégation, est-ce qu'ils vivraient mieux qu'ici? Ça reste à voir. Or, la seule chose qu'il demanderait au bon Dieu, c'est de rentrer chez soi. Et rentrer chez soi, on ne lui permettra jamais. Il ne frime pas, Alyosha. Ça s'entend à sa voix et ça se voit à ses yeux. Il est heureux en prison. Et Choukhov essaye de lui expliquer. Tu vois, Alyosha, dans ton cas, ça se goupille bien. Le Christ t'a dit d'aller en prison, alors tu y es allé pour le Christ. Mais moi, pourquoi j'y suis? Parce qu'en 41, il s'était pas préparé à faire la guerre? C'est pourtant pas ma faute. Il est heureux, Alyosha, en prison. Alors comme son personnage de Choukhov, Solzhenitsyn a peut-être lui aussi des sentiments ambivalents envers le goulag. En fait, son expérience concentrationnaire, c'est, comme il le dit lui-même, sa descente au peuple. Par les rencontres qu'il fait, par le fait qu'il est ramené à une existence au ras de terre, une existence sans rien, dépossédé de tout. Il fait sa rencontre au peuple, il touche du bois des réalités élémentaires et des hommes très divers qu'il n'a jamais eu l'occasion de croiser dans toutes ses années de jeunesse. Donc c'est l'accomplissement d'une vocation presque christique. Oui, ou c'est le ferment qui va donner la suite. C'est le ferment qui va donner la suite et qui va donner l'écrivain qu'il est devenu et l'homme de caractère qu'il va démontrer dans tous ses combats politiques, de dissidence, etc. Oui. Alors au goulag, évidemment, il travaille même énormément dans des conditions extrêmement difficiles, mais il trouve le temps et il prend aussi le risque, car c'est un risque d'écrire sur des petits morceaux de papier, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une chose assez extraordinaire. À l'époque, il est déporté dans un camp à Ekebastuz, au Kazakhstan. Et là, il est affecté aux travaux généraux, qui sont le pire des travaux du goulag, le plus difficile. Néanmoins, il continue à écrire. Il n'a pas le droit de détenir le moindre écrit. Il n'a pas le droit de détenir de quoi écrire, mais il écrit quand même. Et il écrit de mémoire. Et il écrit parce qu'il veut témoigner de ce qui se passe dans ces camps, dans ces divers goulags. Oui, ça va même plus loin que ça, je pense, parce que déjà, il a une préscience de ce qu'il voudrait faire. Quand il était jeune, en 1936, il a eu une première idée fondamentale qui était la Révolution russe. D'écrire un jour un livre sur la Révolution russe. Et dès 1936, il a d'ailleurs commencé à s'intéresser aux matériaux nécessaires à cette fin et à les rassembler. Et puis là, c'est le goulag. Et le goulag, il sent
Il se rend compte que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit, tous les gens qu'il croise, c'est une matière qui est totalement inconnue de l'extérieur, et il se dit, là encore, il faut que j'arrive à faire quelque chose en quelque sorte. Et il va y rester de nombreuses années jusqu'en 1953. Solzhenitsyn sera libéré. On va le voir avec vous, Bertrand Leménien. Ce sera juste après la chronique de Philippe Roget. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Philippe Roget, directeur de la revue Critique. Bonjour à vous, Philippe. Bonjour. J'imagine que vous vous êtes passionné très jeune pour Solzhenitsyn au fur et à mesure des événements qui ont jalonné sa découverte par l'Occident. Est-ce le cas ? En tout cas, je dirais que oui, une journée d'Ivan Denisovitch, pour moi, ça a été une révélation. Vous voyez que ça fait partie vraiment des livres exceptionnels où il me semble qu'on pouvait tout de suite non seulement être blessé, passionné, tout ce que vous voudrez par le témoignage, mais surtout on était en présence d'un très grand écrivain. Mmh. Alors vous nous parlez de votre revue, la revue Critique, au sommaire de laquelle on trouve un Camus politique, mais un Camus politique, est-ce que c'est une concession que Critique fait à l'ère du temps ? Non, je crois pas. Enfin, d'abord un regret, c'est que à 2 ans près, puisque cette journée d'Ivan Denisovitch est apparue autorisée par Khrouchtchev, ce qui est peut-être un des événements majeurs de l'URSS, en 1962, donc 2 ans après la mort de Camus. Ça aurait été passionnant d'avoir la réaction de Camus à ce texte. Non, pour ce qui est de l'ère du temps, je renverrai plus volontiers au numéro que nous avons fait en 2012, janvier 2012 exactement, sur les populismes. Voilà. Je crois Il faut faire vivre les archives de Critique qui sont exactement. Je crois que nous aussi. avions quelques années d'avance. Bon, mais on peut dire aussi que peut-être est-ce l'actualité qui colore différemment nos lectures, toutes nos lectures. Dans ce numéro, celui dont nous parlons aujourd'hui, nous avons par exemple un bel article de Sabrina Valli sur Pasolini et son Théo porno colossal, qui est un scénario qui est resté à l'état de projet. Il vient de paraître aux éditions Mimesis et c'est une histoire de roi mage. Donc vous voyez, cette saison, c'est une fable hautement politique et troublante dans laquelle Paris, qui porte le nom de Numance, est investi par les fascistes. Et puis nous avons aussi, par exemple, un article de Pierre Scontius sur les fils conducteurs, un roman de Guillaume Poix, paru aux éditions Verticales, qui a pour épicentre la plus grande décharge de matériel informatique et toxique du monde qui se trouve au Ghana. Ouais, je pense qu'on peut dire que la littérature est toujours politique. C'est notre manière de la lire, qu'il est plus ou moins selon les moments et les circonstances. Alors est-ce qu'on peut dire quand même que un Camus politique, c'est un Camus qui est un Camus de l'actualité, dans l'actualité, d'actualité ? Oui, Camus me semble beaucoup plus proche de notre actualité que ses adversaires marxistes, sartriens des années 1950-1960. Il faut rappeler quand même que Camus a sans doute été l'intellectuel le plus efficacement calomnié, dirais-je, de son époque. Et il l'a été par ceux qui prétendaient incarner la vraie gauche, révolutionnaire, forcément révolutionnaire, comme aurait dit Marguerite Duras peut-être. Les fake news, à l'époque, faisaient partie de la production philosophique, il faut le dire. Camus a été mis au pilori, au prétexte que de ses positions sur l'Algérie, c'est-à-dire son refus, pour parler franc, de soutenir la stratégie du terrorisme adoptée par le FLN algérien, mais il s'agissait surtout de le punir d'avoir totalement rompu d'abord avec le stalinisme, dès avant la guerre, puis avec le marxisme lui-même. Alors il ne s'agit pas de lui rendre justice, c'est un peu tard, mais il serait temps, je crois, dans notre propre intérêt, de l'écouter, de peser ses raisons, de revenir sur son parcours. Et il y a 2 livres récents qui nous y aident. Le premier porte sur son engagement au Parti communiste, justement, à Alger, entre 35 et 37. Les auteurs en sont Christian Féline et Agnès Spiquel-Sourdille, c'est chez Gallimard. Et l'autre documente les relations de Camus, trop méconnues, avec le mouvement libertaire. Ce sont des textes rassemblés par Lou Marin qui viennent d'être réédités par Indigène Éditions. Parce que la politique de Camus, elle s'enracine dans des expériences, y compris celle de la résistance. Elle n'est pas une politique de café du commerce, ni de cénacle germano-pratin. Et si elle est liée depuis le début à une éthique, elle ne se résume pas à un humanisme un peu court. Et le un peu court est de Camus, pas de moi.
et je termine là-dessus, à sa pensée de midi, sur laquelle les intellectuels de gauche ont tellement daubé, je crois qu'il est très malhonnête de la réduire à une mythologie personnelle aux accents lyriques. Elle est politique d'emblée. C'est la Grèce des démocraties, des cités démocratiques contre la Rome impériale et mussolinienne. C'est le syndicalisme et le socialisme libertaire contre les philosophies de l'histoire venues du Nord, selon Camus. C'est l'Europe aussi, qu'il veut unie, il l'affirme en 55, avant les traités de Rome. Et puis, c'est ce qui nous touche de plein fouet, je crois aujourd'hui, l'idée qu'une culture méditerranéenne, l'expression est de lui, doit rassembler l'ensemble des pays et des peuples qui vivent sur les mêmes rivages. Ce rêve d'une union méditerranéenne, qui ne serait plus du tout un colonialisme déguisé, mais une symbiose, c'est Camus qui l'a fait le premier. Il a donc toujours fait de la politique, il disait à son corps défendant, mais aussi, c'est encore lui que je cite, parce que l'homme moderne est forcé de s'occuper de politique. Merci beaucoup Philippe Roger. Je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs le numéro de Critique de décembre, toujours disponible. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Bertrand Leménien, biographe d'Alexandre Solzhenitsyn, le lauréat du prix Nobel de littérature 1970, qui avait écrit ce discours de réception dont voici un extrait lu par Philippe Magnan. Pour monter à cette tribune, d'où est prononcé le discours du prix Nobel, cette tribune qui n'est offerte à un écrivain qu'une fois dans sa vie et pas à tous, tant s'en faut, je n'ai pas eu à gravir 3 ou 4 marches d'un escalier escarpé, mais des centaines, voire des milliers de degrés, raides, abrupts, émergeant de l'obscurité et du froid où il me fut donné de survivre, alors que d'autres, peut-être plus forts, plus doués, ont péri. Je n'en ai rencontré que quelques-uns dans l'archipel du Goulag, disséminés en une multitude d'îles, et encore sous la meule de la méfiance et de la surveillance des mouchards. Je n'ai pas pu m'entretenir vraiment avec tous. De certains, j'ai seulement entendu parler. Les autres, je les ai simplement devinés. Ceux qui avaient déjà un nom dans la littérature lorsqu'ils ont été précipités dans cet abîme sont au moins connus, mais combien dont le nom n'a jamais été prononcé en public sont restés ignorés. Et personne, presque personne, n'a réussi à en revenir. C'est toute une littérature nationale qui est restée là-bas, enterrée non seulement sans cercueil, mais même sans linceul, avec, en tout et pour tout, un matricule sur l'orteil. Ce prix Nobel de littérature, Bertrand Leménien, qui est venu rappeler que Solzhenitsyn était d'abord et avant tout un écrivain. On n'a pas toujours catégorisé d'abord Solzhenitsyn comme étant un artiste, un poète même, et pourtant lui tenait beaucoup à ce que ce soit ça qui ressorte d'abord. Oui, depuis l'enfance, il écrit. Depuis l'enfance, il écrit, et il se définit dès l'enfance, dès l'âge de 10 ans, comme un écrivain. Il a 18 ans quand il pense à écrire ce projet sur la roue rouge. Et au camp, quand il est au camp, alors qu'il ne peut détenir ni papier, ni crayon, ni rien, et qu'il n'a pas le droit d'écrire de toute façon, il écrit de mémoire. Il écrit de mémoire. Et il écrit des poèmes. Et il écrit un très très long poème qui fait 13 000 vers. Et qui vient d'être d'ailleurs édité en France chez Fayard, ça s'appelle Le chemin des forçats. Ouais. Le plus extraordinaire, c'est qu'il invente une méthode pour mémoriser tous ces vers. Un jour, il rencontre des détenus lituaniens, catholiques, qui prient avec un chapelet, qu'ils ont fabriqué eux-mêmes au camp, avec des débris, des petits, etc. Il regarde et il leur dit, moi, je voudrais que vous me construisiez un chapelet, mais un chapelet d'un style un peu particulier. Je veux qu'il y ait 10 petits points,
un 11e qui est différent, encore 10, un 50e qui est différent, et un 100e qui est encore différent. Il nous construit ça, il n'a le droit de rien détenir sur lui, donc il le met à l'intérieur des moufles qu'il a en permanence au camp, ou dans ses poches, et pendant les fouilles, pendant les appels, qui durent plusieurs heures par jour, il se récite ce qu'il a écrit la veille en palpant ses doigts. Et comme cela, il avance et il arrive au terme à peu près 10 000 vers qu'il écrira 2 ans plus tard, une fois qu'il aura été libéré. Alors il est libéré en 1953, c'est l'année de la mort de Staline. On dit même qu'il a été libéré le 5 mars 53, c'est-à-dire le jour de la mort de Staline. Il a été libéré à très peu de choses près à cette date, puisqu'il a été libéré exactement le 9 février 53. Mais il n'est pas libre vraiment pour autant, puisqu'il est envoyé en relégation. La relégation, c'était à l'époque une forme d'exil à l'intérieur du pays. On est assigné à un endroit où on vit normalement. Il va vivre dans une petite maison, il va en l'occurrence en Asie centrale. Voilà, au Kazakhstan. Mais il ne peut pas en sortir. Il n'a pas le droit de quitter cette région et même ce village, il ne peut pas en sortir. Et il est là à perpétuité. Alors il va y rester, cela dit, seulement 3 années. Il va être ensuite réellement libéré, Bertrand Lemaignien. Parce qu'il se produit un grand événement en URSS à cette époque-là, qui est la mort de Staline et ensuite la déstalinisation. Oui. Et donc ça bouleverse encore considérablement les choses. Mais entre-temps, il a rencontré la Russie profonde, dont nous parlions tout à l'heure, et il a rencontré notamment une petite paysanne qui s'appelle Matriona, et dont il va faire un portrait magnifique dans un petit récit d'une 50aine de pages, et qui va le marquer considérablement, parce qu'il rencontre là, charnellement, cette Russie profonde à laquelle il est tant attaché. Oui, on n'a pas dit qu'il avait été déjà amoureux et marié en 1940. Oui. Alors, dans cette nouvelle vie que vous nous racontez, Bertrand Lemaignien, et qui est celle de Solzhenitsyn, il y a la maladie. Qui est aussi très importante. Est-ce que c'est un cancer dont il est atteint à ce moment-là, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que il va guérir très étrangement finalement de cette maladie qui paraît incurable. En fait, au camp, au Kazakhstan, à Ekibastuz, il a déjà eu un cancer. Il a déjà eu un cancer. C'était à l'époque des révoltes des camps. Et d'ailleurs, il est son propre camp. Il y a eu une révolte très importante en 53, et il est soigné pendant cette révolte. Et puis là, en relégation, effectivement, il a une rechute assez grave de son cancer. Et quand il arrive à l'hôpital de Tashkent, au Kazakhstan, pour se faire soigner, il est quasiment mourant. Oui. On ne donne pas cher de sa peau, si j'ose dire. Il est quasiment mourant. Et il va rester près 3 mois à peu près à se faire soigner dans le service des cancéreux, en quelque sorte, de cet hôpital. C'est à cette occasion-là qu'il va concevoir son plus grand récit, sans doute, ou un de ses plus beaux récits, qui est Le Pavillon des cancéreux. Qui sera donc un très beau livre. Et alors, on se rend compte que dans cet hôpital, où il est relégué dans sa relégation, il retrouve ce même sentiment dont on a parlé tout à l'heure au sujet du goulag, qui consiste à dire, mais en fait, c'est peut-être aussi... non pas une chance, mais c'est peut-être aussi la possibilité d'approcher davantage ce que c'est que l'être humain. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ses yeux se dessillent à nouveau, et le pavillon des cancéreux, il ne se passe pas grand-chose au pavillon des cancéreux. Le fond du livre, ce sont des rencontres, des échanges, des réflexions, des analyses, des souvenirs, des discussions même philosophiques, politiques, philosophiques, entre différents personnages d'origine extrêmement différente, d'histoires extrêmement différentes, et c'est cela qui fait la matière de sa richesse à cette époque-là de la vie, et qui le transforme considérablement. C'est peut-être aussi une métaphore, ce pavillon des cancéreux, de l'Union soviétique elle-même, qui est elle-même dévorée par une sorte de mal. Oui, sauf qu'il en sort et qu'il guérit. Et d'ailleurs, il parle de sa guérison à la fin de ce livre dans des termes d'une poésie vraiment remarquable, une très belle poésie. Et puis ce livre, c'est aussi une fresque du contexte de l'époque dans le pays, parce qu'il y a des personnages de toutes origines, tout ce qui se passe est très profondément traversé par les rumeurs de remise en question, par les rumeurs de bouleversement, par la mort de Staline, par tous les changements qui se passent à cette époque-là, et ça en fait un récit, je dirais, d'une richesse poétique et historique
vraiment importante. Donc en 1956, on l'a dit, il est d'abord ressuscité et puis il est réhabilité. Il s'installe à Ryazansk, sud de Moscou, à 200 km de la capitale. En 58, il y a l'affaire Pasternak. Alors ça, c'est une espèce d'avant-goût de ce qui va lui arriver, parce que Pasternak se voit décerner le prix Nobel de littérature, et puis comme d'une certaine manière, il est d'accord pour le recevoir, il est à ce moment-là martyrisé par le pouvoir. Voilà. C'est ce qui va lui arriver effectivement quelques années plus tard. Mais 58, c'est l'année d'abord où il écrit Ivan Denisovitch, dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'année où il écrit Ivan Denisovitch, c'est l'année où il écrit ces 13 000 vers qu'il a composés de tête au camp. Et puis, c'est l'année encore, et c'est dire qu'il écrit beaucoup, c'est l'année encore où il compose des petits poèmes en prose qui s'appellent Études et miniatures, et qui sont des petits bijoux pour chacun d'entre eux, sur des sujets très divers, la nature, la Leningrad, les beautés de Leningrad, etc. Avec toujours une petite note philosophique à l'intérieur de chacune de ces petites miniatures. Donc cette journée d'Ivan Denisovitch, elle est écrite certes en 1958, elle est publiée 4 années plus tard dans la revue Novi Mir. C'est voilà. un livre qui va là réellement marquer énormément les esprits, Bertrand Leménien. Alors c'est là où il rencontre un peu une célébrité semblable à celle de Pasternak, puisque effectivement en novembre 62, Khrouchtchev, pour faciliter la déstalinisation et la libéralisation, décide de publier une journée d'Ivan Denisovitch sans se rendre compte c'est la journée d'un zèque. C'est la journée d'un zèque en Sibérie. C'est pas un monologue, mais un récit par lui-même. Le zèque raconte sa journée de travail, de vie, etc. Et ce récit, en apparence tout simple et presque banal, va avoir un effet dévastateur dans la mesure où il va révéler à des millions de gens dans le pays la réalité de ce qu'ont vécu des millions de gens pendant toutes ces années. Et donc Ivan Denisovitch est publié dans la grande revue littéraire de l'époque, la grande revue communiste littéraire de l'époque qui s'appelle Novi Mir. Et ensuite, cette publication a un succès absolument colossal. 100 000 exemplaires. Voilà, du jour au lendemain, Solzhenitsyn devient célèbre dans tout le pays, et un certain nombre de ses autres récits sont publiés ensuite. Il devient très célèbre, il devient même une personnalité d'une célébrité semblable à tous les grands écrivains qui l'ont précédé. Mais alors, ça ne va pas durer très longtemps. Mais comment peut-on interpréter le fait que Khrouchtchev, alors évidemment c'est le dégel, mais laisse faire quand même la publication de ce livre qui est extrêmement à charge quand même contre l'État russe? Je pense qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte parce que ce récit est tout simple. Ce récit est tout simple. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de... C'est un simple récit par le détenu lui-même d'une journée de son existence au camp. Un récit tout à fait basique, tout à fait élémentaire sur ce qu'il fait tout au fil de la journée. Et je pense que les hiérarques communistes qui lisent ça se disent tiens oui c'est intéressant parce que ça va nous aider à secouer le joug stalinien en dénonçant les crimes de Staline, etc., sans voir que l'œuvre elle-même va aller beaucoup plus loin qu'une dénonciation ponctuelle d'une époque du régime. En 1970, c'est donc le prix Nobel de littérature. En 72, paraît à Paris le récit Août 14, et puis l'année suivante, c'est L'archipel du Goulag, qui est publié en russe. Mais alors... ça ne va pas durer, cette accalmie finalement entre Solzhenitsyn et le pouvoir, puisque en 1974, il est arrêté par le KGB. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Bertrand Leménien? Il se passe l'archipel du Goulag. C'est-à-dire que dans toutes ces années, il est célèbre, il est adulé, etc. Bien. Mais lui-même continue à travailler d'une façon clandestine sur le sujet fondamental qui le préoccupe alors, qui est la dénonciation de l'archipel du Goulag. Il protège ses écrits en les envoyant par des microfilms en Occident pour éviter parce qu'il se doute bien que cette période d'investigation va être temporaire et qu'il risque beaucoup. Et donc, il envoie ça en Occident et l'archipel du Goulag est publié en Occident. Il est publié à Paris. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, bien évidemment, il devient un pestiféré dans son pays et les autorités l'expulsent, considérant qu'il a fait là, en quelque sorte, un crime de lèse-majesté. Alors il va d'abord s'installer en Suisse, et puis il va ensuite partir aux États-Unis, oui. À partir de 1976. Les États-Unis, c'est quand même un petit peu l'ennemi de l'URSS. Est-ce que c'est pour ça qu'il part de l'autre côté de l'Atlantique ?
Alors en fait, il veut trouver un endroit où il va pouvoir travailler d'une façon très longue et très approfondie sur le grand projet qu'il a depuis l'enfance, qui est l'histoire de la Révolution russe. Et pour cela, il veut s'abstraire du tohu-bohu, tant politique que médiatique, et il veut trouver un endroit reculé où il pourra travailler en paix avec tous les moyens que nécessite son œuvre immense. Oui. Et c'est pour ça qu'il choisit l'Amérique, ou plus exactement, un petit coin perdu d'Amérique, au fin fond du Vermont, dans un petit village, le village de Cavendish, où là, quelque temps après, donc, il s'installe, et pendant plusieurs années, il se consacre quasiment exclusivement à l'écriture de Sarrau rouge. Ce qui ne veut pas dire qu'il accepte et qu'il fait sienne les valeurs de l'Occident, bien au contraire. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il prononce un discours très célèbre en 1978, qui est le discours de Harvard, qu'en Occident, on interprète souvent à contresens, puisque en Occident, on y voit une dénonciation très célèbre des valeurs de l'Occident, etc., de la faiblesse de l'Occident, avec ce fameux déclin du courage, le déclin du courage civique en Occident, et un certain nombre d'autres formules de ce type qui peuvent sembler être des reproches sévères que Solzhenitsyn adresse à l'Occident. Il y a même... Oui, allez-y. En fait, ce ne sont pas tant des reproches que Solzhenitsyn adresse à l'Occident, c'est plutôt le constat pour lui que le modèle occidental ne correspond pas vraiment à ce qu'il cherche. Et donc, c'est l'expression d'une déception, comme celle d'ailleurs de pas mal de dissidents qui, en Russie, prisonniers, pensaient que l'Occident aurait pu être un modèle pour eux, une porte de sortie. Et il s'en rend compte que non, ce n'est pas exactement le modèle qu'il cherche. Alors il va quand même aller plus loin, parce qu'il rentre en Russie en mai 1994, il a recouvré la nationalité russe en 1990, et puis il va se rapprocher tout de même du pouvoir, il va accepter un prix que au départ Gorbatchev devait lui remettre, il va l'accepter des mains de Vladimir Poutine. Donc là s'ouvre une partie un petit peu plus controversée de la vie de Solzhenitsyn, dans laquelle il est taxé d'être à la fois une sorte d'impérialiste grand-russien, un nationaliste, d'être un peu contre l'Occident. Puis il y a aussi cette controverse sur, ce qui fait beaucoup de sujets qu'on n'aura pas le temps de développer, sur la question du judaïsme, puisqu'il va écrire une histoire du rôle des Juifs pendant la révolution russe. Donc il y a quand même une ombre à la fin de la vie de Solzhenitsyn sur divers plans, Bertrand Leménian. Alors, pour le deuxième point, concernant les Juifs, en fait, il écrit une histoire des relations entre les Juifs russes et les Russes sur les 2 derniers siècles. Et je dirais que son bilan est assez nuancé. Son bilan est assez nuancé, puisque pour être très rapide, il dit en quelque sorte que pour ce qui est des siècles du tsarisme, la responsabilité de tout ce qui est passé aux dépens des Juifs russes est partagée entre eux et entre les Russes proprement dit, pour un certain nombre de raisons qu'on n'a sans doute pas le temps d'évoquer ici. Ensuite, pour leur sort au moment de la Révolution, il dit très clairement qu'ils ils n'ont pas de responsabilité là-dedans, dans la mesure où la Révolution de février les a sans doute favorisés en quelque sorte, mais celle d'octobre, pas du tout. Oui. Et sur le rapport avec le pouvoir actuel, le nationalisme ? Eh bien, en fait, depuis une trentaine d'années maintenant, depuis l'épisode des Refusniki, il y a eu une émigration juive massive du RSS, et donc le problème ne se pose plus vraiment. Oui. Alors, on aurait pu continuer un moment encore à parler de Solzhenitsyn, on aurait pu évoquer son amitié avec Rostropovitch, mais malheureusement, il nous faut rendre l'antenne. Je voudrais signaler quand même l'exposition qui donne lieu d'ailleurs à un catalogue aussi aux éditions Dessirtes. C'est une exposition à la mairie du 5e arrondissement de Paris, il faut se dépêcher pour aller la voir. Elle est sur Solzhenitsyn et elle s'arrête malheureusement demain. Merci beaucoup Bertrand Leménien. Nous sommes donc loin d'avoir épuisé toutes les richesses de votre biographie de Solzhenitsyn. Il faut dire qu'elle fait 850 pages. Elle a paru en 2011 aux éditions Solin Actes Sud et vous l'avez intitulée Solzhenitsyn, 7 vies en un siècle.
Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Clément Daté. Demain, nous nous pencherons davantage sur l'œuvre que sur la vie de Solzhenitsyn. Ce sera avec Georges Niva, son traducteur, ami et le grand spécialiste de son œuvre. Mais tout de suite, on retrouve Jacques Bonafé. Il lit des poèmes de la poétesse Léonore Candel. Bonjour la compagnie. Beat, attitude, on se lance. Beat, la prononciation anglaise importe. C'est par exemple pour the, ne dites pas the, hein, dites the man, the woman in love, dites-le ou la beat attitude, c'est le titre bien sûr d'une d'anthologie, une parole féminine. Et là, là, je botte en touche. Enfin, je risque effectivement la relégation. Par exemple, si je prends le poème Eros, page 37, de Léonore Candel. Loué soit le jeune Eros qui baise toutes les filles. Et voilà, imaginez-le dans une voix féminine. Seuls les dieux aiment avec tant de générosité, partageant leur béatitude avec tous. Loué soit Eros qui aime la beauté seule et la trouve partout. Eros, je t'ai connu, toi et tes déesses passagères, enveloppées dans une brume d'amour, désir aussi vrai qu'une fleur, qui ne fleurit qu'un seul jour et se perd dans le vent. Ça fait un peu rêver, c'est un peu un rêve pré-hippie. J'ai vu tes yeux brillants de plaisir comme tu louais la beauté de la douce psyché avec ta langue amoureuse. Puis je les ai vus scintiller de la même joie profonde, tandis que d'autres femmes s'allongeaient entre tes mains. Loué soit Eros, incapable d'accumuler l'amour. Il l'offre comme de l'eau dans un tamis doré, partageant sa propre grâce, douce et lubrique, avec tous ceux qui laissèrent entrer sa présence, infidèle comme les fleurs, volage comme le papillon transporté par le vent. Loué soit Eros, fils des dieux, qui aime la beauté seule et la trouve partout. Voilà, vous se laissez un peu prendre par le poème et ça va tout seul. Ma virilité peut se faire oublier. Ou alors, on peut monter d'un cran avec amour hardcore. Non, ou alors mieux, poème Dieu, amour. Non, alors il vaut mieux le dire God, love poem. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer beauté. Je t'aime de toutes ces façons. Je t'aime, t'habites dans mes mains, s'agite comme un oiseau dans mes doigts, pendant que tu gonfles et durcis dans ma main, ouvrant de force mes doigts avec ta force rigide. Tu es beau, tu es beau, tu es 100 fois beau. Je te caresse de mes mains aimantes, longs doigts aux ongles roses. Je te caresse, je t'adore, le bout de mes doigts. Mes paumes, ta bite s'élève et palpite dans mes mains. Une révélation, comme en vécut Aphrodite. Il fut un temps où les dieux étaient plus purs. Je me souviens des nuits sous le chèvrefeuille. Nos jus étaient plus doux que le miel. Nous étions pleinement et le temple et le Dieu. Je suis nu contre toi et je pose ma bouche sur toi, doucement. Je brûle d'envie de t'embrasser et ma langue te vénère. Tu es beau. Ouf, on respire. Un mantra pour se reposer, poème de l'illumination. Nous avons tous été frères, hermaphrodites comme les huîtres, offrant nos perles avec insouciance. Personne n'avait encore inventé la propriété, ni la culpabilité, ni le temps. Jacques Bonafé, merci, à demain.